BFM Business, l'heure H, la question du jour. Laurent Saint-Martin, merci encore une fois d'être avec nous, donc député de La République En Marche du Val-de-Marne et donc dorénavant rapporteur général, enfin maintenant ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois. Ça fait depuis le 15 janvier. Voilà, exactement, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Donc présentation, c'est d'ailleurs en Conseil des ministres, du projet de loi, troisième projet de loi de finances rectificative, en attendant le quatrième du reste. On peut dire que la facture du sauvetage économique de cette crise, en tous les cas, ne cesse de s'envoler. On est déjà à 134 milliards d'euros. La question, c'est finalement, à peine voté, il faudra déjà penser à l'autre pour ce projet de loi de finances rectificative. Nous respectons la cadence que nous avions proposée en début de crise, c'est-à-dire que nous faisons des projets de loi de finances rectificatives au fur et à mesure de ce que nous comprenons de la crise sanitaire. Il faut rappeler quand même que c'est une crise sanitaire qui dicte l'évolution de la crise économique et donc l'adaptation de la puissance publique, du gouvernement, du Parlement, c'est de trouver les meilleures solutions législatives, budgétaires, fiscales face à une crise économique que nous ne pouvons comprendre qu'au gré des semaines. C'est normal, cette crise-là, elle est exogène, elle frappe beaucoup de pays et donc il nous faut les réponses les plus adaptées en veillant, malgré des sommes astronomiques dont vous parlez, en veillant à la bonne utilisation de l'argent public. Donc il vaut mieux fonctionner par étapes que faire un grand projet de loi de finances rectificative et ne plus rien faire jusqu'au projet de loi de finances de 2021. Oui, en plus on voit bien que là les choses se jouent, donc on voit les ravages de cette crise sur le plan économique. C'est sûr que même nous on brasse les milliards, on ne sait plus très bien même où on en est. À chaque fois il y a 1 milliard de plus parce que dans ce PLFR il manque le plan de relance sur l'automobile, il manque le plan de relance sur le commerce. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore prises en compte. Donc la facture, elle est déjà aggravée aujourd'hui, non? Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui. De toute façon, la facture est effectivement salée, si vous passez l'expression. Mais on a fait un choix très clair. On a fait le choix de l'endettement plutôt que celui des impôts et surtout plutôt que celui des faillites. On a assumé que ça coûterait beaucoup d'argent à la collectivité, mais que la priorité c'était de laisser nos entreprises debout. Quand vous traversez une tempête, vous avez deux options. Soit vous laissez tomber les plus faibles en espérant qu'ils pourront se reconstruire et se relever d'eux-mêmes sur des ruines, soit vous faites tout que vous pouvez pour essayer de les maintenir debout, en vie et surtout derrière à la clé, qu'est-ce qui compte, ce sont les emplois. Comment est-ce que vous faites pour limiter au maximum la casse sociale? Vous maintenez par des soutiens à la trésorerie les secteurs les plus touchés. Autant les deux premiers projets de loi de finances rectificative ont arrosé large, c'est-à-dire que toutes les entreprises, par le fonds de solidarité, par l'activité partielle, par les PGE, étaient aidées quel que soit leur secteur d'activité. Autant là, nous prolongeons en ciblant davantage les secteurs les plus touchés, vous l'avez dit, l'automobile, l'aéronautique, la presse, la tech également, le tourisme évidemment, bref tous les secteurs qui ont été touchés probablement plus que les autres à cause du confinement. Oui, puis c'est pas fini parce qu'on attend un plan sur le BTP, il va arriver le plan sur le BTP? Oui, là aussi, tous les secteurs vont devoir avoir un accompagnement bien spécifique. Non, mais on se pose la question de savoir si justement, si c'est dans le cadre d'un amendement dans le PLFFR ou si c'est aussi un plan spécifique. Vous savez, les acteurs économiques concernés se fichent pas mal de savoir si c'est dans le véhicule législatif PLFR ou si c'est la semaine suivante ou si c'est annoncé pour un prochain projet de loi de finances. Ce qu'ils veulent, c'est un accompagnement de l'État. Oui, mais c'est une précision. Alors, vous pouvez nous la donner, cette précision il y a des secteurs d'activité dont effectivement les plans ont été annoncés en amont, donc ils peuvent rentrer dans ce projet de loi de finances rectificative. Il y aura d'autres annonces après. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ce plan de finances rectificative. Il y en aura d'autres, effectivement. Et puis surtout, il y aura un PLF à l'automne, comme chaque année, et qui sera aussi l'occasion d'accueillir des nouvelles mesures. Donc, ce qui compte, c'est d'être là au bon moment pour les secteurs concernés. Et puis, vous savez, un projet de loi de finances rectificative, c'est d'abord des solutions budgétaires. Il n'y a pas que le budget dans la vie. Si on prend par exemple le BTP dont vous parlez, il y a aussi des sujets réglementaires et des sujets de simplification administrative, bien souvent, qui sont la clé de la reprise. Et ça passe pas forcément par un budget rectificatif. Laurent Saint-Martin, donc là, on va rappeler que la prévision de croissance dans ce PLFR, c'est moins 11% de croissance, si on peut dire, enfin de décroissance, moins 11,4% de déficit, dette publique, 121%. Tiens, vous pensez que la dette, in fine, elle va monter jusqu'à où? Vous avez une idée ou pas? On va atteindre, je sais pas, les 150% fin 2020? Non, je ne crois pas que nous allons atteindre les 150%. Oui, mais ceci dit, vous posez une très bonne question. C'est l'endettement jusqu'où? Nous avons fait le choix de l'endettement parce qu'il n'y en avait pas beaucoup d'autres, à vrai dire, sur des montants comme ceci. Il faut quand même bien réaliser, pour ceux qui nous regardent, que 20 points de PIB d'endettement en quelques semaines, c'est absolument vertigineux et considérable. Il se trouve, et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer, que la France a ce qui s'appelle une bonne signature sur les marchés. Nous pouvons
bien nous refinancer. Les taux sont très bas et surtout, il y a une demande des investisseurs pour de la dette française. Le programme d'émission de dette, c'est impressionnant. Hein. C'est très impressionnant, c'est tout à fait demandé. Donc il aurait été assez coupable et assez peu adéquat de s'empêcher de s'endetter. Aujourd'hui, notre dette se refinance très bien. Notre dette d'État comme notre dette sociale d'ailleurs. Hein. Je dis au passage, nous avons plusieurs endettements parce que nous avons plusieurs budgets. Aujourd'hui, nous devons fonctionner en deux temps, c'est-à-dire ne pas hésiter à s'endetter aujourd'hui pour sauver nos emplois, notre économie et mettre une meilleure capacité de rebond pour demain. Mais en même temps, attention, tout de suite expliquer que cette dette-là, elle va rentrer dans notre bilan et qu'il va falloir la rembourser. Moi, je n'accepte pas la musique qui dit que c'est de la dette qu'on pourra mettre au tapis et qui il y en a beaucoup, annulée. même chez vous, même au sein de la République en marche, qui disent que la dette, bon... Non, ça n'existe pas. Oui. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elle se refinance bien, que le rôle actif de la Banque Centrale Européenne qui rachète des titres de dette sur le marché secondaire aide beaucoup, effectivement, à avoir des capacités de financement adéquates. Tout ça est très juste, mais cette dette, c'est une véritable dette. Elle n'est pas factice. Donc nous devrons la rembourser et pour cela, ça veut dire que quand la crise sera derrière nous, que les entreprises auront redémarré, que les emplois seront bien recréés, il faudra la stabiliser et puis commencer à la refaire diminuer, comme nous l'avons initié depuis 3 ans en arrivant au début de ce mandat. Il y a encore, je vais vous interroger dans un instant, savoir justement pour parler d'impôts, parce que là quand même le manque à gagner pour l'État, c'est à peu près de moins de 70 milliards, hein, parce que les recettes fiscales ça ne rentre pas, donc la TVA. Juste un point, et c'est peut-être c'est un des thèmes de l'intervention du Premier ministre, du Président de la République dimanche soir, c'est de dire qu'il faut absolument se remettre à travailler, c'est-à-dire il y a une crise économique, sanitaire, mais crise sanitaire et crise sociale. Maintenant, il faut vraiment tout faire pour essayer de remonter la pente sur le plan de l'activité. Absolument. Est-ce que finalement, moins 11%, c'est pas le tableau le plus noir? C'est le tableau le plus noir, encore une fois, à la lumière de ce que nous connaissons. Oui. Il faut quand même être prudent. Nous avons toujours dit que l'activité devait reprendre en fonction de ce qui était possible sanitairement. Les nouvelles sont bonnes. Mais attention, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle crise sanitaire. Nous ne le savons pas, nul ne peut le dire. Donc nous devons faire reprendre l'activité à la fois le plus rapidement possible, mais tout en respectant les conditions sanitaires qui sont toujours présentes pour un certain nombre de secteurs d'activité. C'est pour ça que ce projet de loi de finances rectificative continue à soutenir des secteurs d'activité qui, eux, sont encore freinés, encore contraints par une reprise parfaite. En revanche, tous les secteurs qui peuvent le faire doivent se remettre maintenant au travail de la façon la plus dynamique possible. Pourquoi ? Parce qu'au mieux, la croissance reviendra forte et rapide, cette fameuse courbe en V que nous espérons la plus aiguë possible. Est-ce que le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale croit en la courbe en V? Oui, mais vous savez... Un V, il y a deux manières de le voir. Soit ça s'appelle un U, sinon. Non, le U, c'est la base de la lettre qui l'a fait changer. En revanche, un V, vous pouvez l'avoir plus ou moins avec un angle aigu. Non, sérieusement, sérieusement, je pense que la reprise sera longue, mais qu'elle sera assez importante. C'est-à-dire que nous aurons bien des secteurs qui vont pouvoir redémarrer vite et fort. En revanche, il ne faut pas s'attendre à une résorption de notre récession, de notre endettement en quelques mois. Ça prendra des années. Ça, il faut en avoir conscience. Le choc social et la hausse du chômage va nous impacter pour longtemps. Ça, ce sont des réalités que nous avons déjà anticipées. En revanche, le message qu'il faut faire passer, vous savez, c'est quoi l'économie? Vous le savez très bien ici à BFM Business. C'est de la confiance. Donc le message qu'il faut faire passer tout de suite, là, le 11 juin, c'est redémarrer vite l'activité pour justement générer cette valeur ajoutée qui elle-même va créer de l'investissement et de l'emploi. Vous avez la déclaration d'Emmanuel Macron avec Angela Merkel qui dit attention, en septembre, on pourra peut-être avoir un retour de la pandémie. Si vous voulez, c'est pas très encourageant. Non, c'est ce que je vous disais. Un peu de discours. Nous devons... Non, c'est pas de discours. Ça s'appelle le pragmatisme. Nous devons redémarrer vite et fort tout en augmentant le moins possible les chances de retour de la pandémie. Donc nous devons rester vigilants par rapport à ce que nous connaissons de la crise, mais là, les indicateurs sont bons pour nombre de secteurs qui doivent pouvoir reprendre le travail dans les conditions respectables. Laurent Saint-Martin, est-ce qu'il faut des mesures, par exemple, allègement de charges sociales de nouveau pour les entreprises? Est-ce qu'il faut une baisse de la TVA pour certains secteurs? D'abord, rappelez que nous avons fait une baisse des prélèvements obligatoires à la fois sur les entreprises et sur les ménages de façon totalement inédite pendant 3 ans. Ça, cette politique de l'offre, cette politique de la compétitivité, elle a déjà porté ses fruits. C'est ça qui nous a permis de créer 500 000 emplois dans notre pays. Mais là, maintenant, c'est moins 500 000. Donc voilà. Oui, vous avez raison, sauf que la politique que nous avons menée, elle ne s'est pas annulée. Les entreprises sont plus dynamiques, sont plus agiles, ont plus d'oxygène pour redémarrer, justement grâce à cette politique sociale. Est-ce qu'il faut baisser la fiscalité des entreprises ? Oui, je le crois, sur un certain nombre d'impôts, notamment les impôts de production qui
qui pénalise mal les entreprises, trop dans le compte de résultats. Et je préfère une fiscalité sur les bénéfices qu'une fiscalité sur la production. Donc oui, il y a encore des choses à faire dans ce sens-là. Là, rapidement, sur le projet de loi de finances 2021, vous pensez que ça sera dedans? Je crois que les impôts de production sont un chantier que nous devons apporter dès le projet de loi de finances 2021, effectivement. Mais attention, nous ne pouvons pas aller trop loin non plus dans la baisse de la fiscalité. L'État a aussi une responsabilité de rentrée fiscale pour ses services publics, effectivement, parce que aujourd'hui le déficit qui est annoncé à plus de 11 points, les marchés nous regardent et nous ne pouvons pas non plus le creuser éternellement et dans des dimensions trop importantes, sinon ces mêmes créanciers ne nous prêteraient plus. Donc c'est un équilibre à trouver. Baisse de la TVA comme dans le cadre du plan social allemand. Alors on n'est pas du tout dans la même situation, mais en même temps, est-ce que c'est une interrogation? Certains suggèrent justement cette baisse de la TVA pour la restauration, par exemple, mais il y a d'autres... Nous avons fait des choix différents et le choix sur la TVA, c'est un choix à faire initialement ou pas. Et nous avons fait un autre choix qui est celui de la subvention et du chômage partiel. Et je ne le regrette pas, je trouve que c'était le meilleur. Vous savez, la TVA, c'est un impôt un peu particulier, c'est celui qui va avec l'activité. C'est celui sur la valeur ajoutée. Donc si il y a de l'activité, c'est normal qu'il y ait de la TVA. Là, il n'y avait pas d'activité. Donc il n'y a pas de raison que ce soit sur la TVA. On ne va pas le faire aujourd'hui. La baisse de la TVA, ça n'aurait aucun sens parce qu'on serait obligé de la généraliser. Vous savez, je préfère continuer à aider sectoriellement ceux qui en ont le plus besoin plutôt que de faire des baisses de TVA qui coûtent très cher à la collectivité, qui coûtent très cher au compte public et qui ne sont pas forcément les plus efficaces. Oui, absolument, ça c'est sûr. Puis en plus, très impopulaire. Toute dernière question, est-ce qu'il faut toucher la fiscalité et fiscalité des plus hauts revenus? C'est le grand débat. Alors c'est un peu un totem que brandit ici, mais bon, sur le fond, est-ce que vous pensez qu'il faut y toucher? Réponse courte et précise. La fiscalité, c'est une question de stabilité, de trajectoire. Nous n'allons pas faire l'inverse de ce que nous avons fait depuis 3 ans en envoyant des signaux contradictoires. Nous avons ramené des capitaux dans notre pays, nous avons ramené de l'investissement. En revanche, il y a toujours mieux à faire en termes de redistribution et en termes de justice fiscale dans notre pays. Merci beaucoup, au moins ça a le mérite d'être clair. Et merci c'est efficace. Laurent Saint-Martin, donc rapporteur du budget de l'Assemblée nationale, député LREM du Val-de-Marne. Merci beaucoup. Il n'y a même pas le temps de poser des questions politiques, ça sera une autre fois, et heureusement. Vous êtes dans un instant, on viendra sur les plans sectoriels aussi, il y a un coût, mais est-ce que c'est utile? C'est l'un des meilleurs économistes sur le plan de l'industrie. Elie Cohen est notre invité dans le Rush.